Là, c'est bon. Normalement, on est bon. Tu m'entends bien? Très bien. Alors du coup, tu es chanteuse, c'est ça, hein? Comment? Tu es chanteuse, hein? Oui, je suis chanteuse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque mardi à 11 h, nous vous proposons l'émission Le Micro des Artisans, où nous recevons différents artisans, des personnes travaillant par exemple le textile ou encore le bois, pour qu'ils vous fassent partager leur passion, leur technique et leur savoir-faire. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Jean-Marc Sioux, coutelier luthier, créateur de l'entreprise Le Taillandier, et tu es installé à Serres, dans les Hautes-Alpes. Eh bien oui. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci d'être parmi nous, d'avoir accepté l'invitation de KTB Radio. C'est un plaisir de te recevoir. Ouais. Alors pour introduire l'émission, j'aimerais que tu nous dises la définition de ton activité, tout simplement de coutelier luthier. En quoi ça consiste? Coutelier, c'est faire des couteaux. Je fais des couteaux, je les affûte. J'affûte les couteaux des autres aussi, les outils. Et je fais des guitares électriques essentiellement. Et je répare des guitares toutes sortes. Voilà. Donc c'est travail sur le bois? Sur le bois, sur l'acier. Voilà. Alors, durant l'émission, si tu veux bien, on va faire une petite chronologie de tes activités, Oui. Ce qui t'a amené à ton activité actuelle. Et voilà, on va s'intéresser à ton existence, tout simplement. Alors, tu es né dans quelle région, dans quel coin? Alors je suis né à Aix-en-Provence. Donc c'est la région. Oui, c'est la région. C'est 1h30 d'ici, mais ma famille est originaire de Serres. D'accord. Et donc, je pense qu'on va retrouver ce lien un peu plus tard dans l'émission. Tu as toujours été attiré par justement le bois, le goût du bois. Tu l'avais toujours quand tu étais enfant? Pas du tout. Pas du tout. J'étais attiré par les couteaux, essentiellement. J'avais des couteaux, j'ai toujours eu un opinel dans la poche. Voilà. Et puis je me suis mis à fabriquer des couteaux dès que j'ai réussi à me servir d'une scie à métaux et d'une lime et d'une perceuse. Et donc tu as travaillé dans différents secteurs. Oui. Mais à quel moment tu t'es dit que... parce que tu as fait des formations d'affûtage. À quel moment tu t'es dit, voilà, j'ai envie de me diriger vers ce monde? Au moment où je me suis retrouvé au chômage et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et donc j'ai fait une formation d'affûteur. Je faisais déjà des couteaux depuis des années. Et je me suis dit, je vais faire un atelier d'affûtage. Et puis au passage, comme l'atelier d'affûtage peut servir de fabrication de couteaux, j'ai fabriqué des couteaux. Je me suis remis à faire des couteaux de manière plus sérieuse. En quoi consistaient ces formations? La formation d'affûtage, c'est pas mal de théorie. Parce que l'affûtage d'un couteau, il faut faire un angle, il faut faire un fil d'un certain angle, en fonction de l'usage du couteau, ou de la tondeuse, ou bien du hachoir, de la hache. Et puis il faut affûter, il faut polir, et puis voilà, puis il y a des précautions à prendre. Enfin, la manipulation des outils, pas se faire mal. Sécurité, ouais. Pas se faire mal, parce que là c'est très facile de se faire mal. Voilà, et puis... Et donc c'est une formation de combien de temps? Si je me souviens, je crois que c'était 3 ou 4 semaines, dans le sud-ouest. D'accord, et ensuite tu as un diplôme, une certification? Oui, j'ai un diplôme, oui. Un diplôme d'affûteur, et qui est à la base sur un diplôme d'affûteur itinérant. Parce que il y a un module dans cette formation sur l'itinérance, c'est-à-dire affûter sur les marchés, comment affûter sur les marchés, comment appréhender la clientèle, et voilà. Chose qui ne m'intéresse pas du tout. Enfin, j'ai pas du tout envie de me geler sur un marché à attendre que les clients viennent. Et donc tu as décidé de créer ton entreprise ensuite? Oui. J'ai récupéré un atelier qui m'appartient, en fait, qui appartient à ma famille, dans un bâtiment qui appartient à ma maman. Et donc là, j'ai d'abord fait un atelier d'affûtage et de couteaux.
Et puis après ça, j'ai agrandi en récupérant un magasin qui était vacant. Et donc c'est l'atelier actuel à ce Oui. moment. Ah oui, l'atelier n'a pas bougé, ça a simplement grandi vers le magasin. Donc voilà, dans la première partie, on a parlé un petit peu de ton histoire. Alors si tu veux bien, on va faire une première pause musicale. Et je t'avais proposé de choisir 3 chansons. Et tu as choisi notamment la chanson de The Cure, Just Like Heaven. Ouais. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson? Parce que j'aime. Voilà, c'est tout. J'aime beaucoup le personnage, j'aime sa musique, j'aime bien sa manière d'être. Robert Smith. Ouais. Et on écoute tout de suite Just Like Heaven de The Cure et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Le Micro des Artisans en compagnie de Jean-Marc Siot, coutelier luthier, créateur de l'entreprise Le Taillandier à Serres dans les Hautes-Alpes. Alors comme on avait dit au début de l'émission, ton activité est double, la lutherie et la coutellerie. Mais tu affûtes majoritairement ce qui coupe du côté de la coutellerie. On va partir sur ça du coup. Tu m'avais dit en préparant l'émission que
tu avais cette idée de justement de réparer, de réparation. Oui. En fait, j'adore réutiliser du matériel, que ce soit pour l'affûtage, c'est sûr qu'on affûte des couteaux existants. De toute façon, un vieux couteau, une fois qu'il est affûté, c'est un couteau neuf. Et à part un manche qui peut être abîmé, mais bon, qui se répare aussi, hein. Je répare pas mal de trucs comme ça. Je fais pas mal de rénovation de vieux couteaux. Je fais du polissage d'argenterie, au passage. C'est-à-dire que je nettoie les lames, je les affûte et je fais le polissage du manche, par exemple. Et puis même dans mes créations de couteaux, je récupère des lames d'acier de très bonne qualité, de vieux couteaux que j'achète sur des vide-greniers, des trucs comme ça. Quand une lame est de qualité, on peut la réutiliser comme une lame neuve. Hein. Voilà. Et justement, tu m'avais dit donc couteau, hache aussi, des haches. Des haches, oui. Je fais aussi des haches, je fais des tas de trucs qui coupent. Voilà. Au fur et à mesure de l'inspiration. Tondeuse à gazon, tu m'as dit aussi. Ouais, j'affûte des lames de tondeuse à gazon, j'affûte des lames de broyeur de végétaux. Ça, quand ça coupe, c'est formidable. De taille-haie, de ciseaux, de sécateurs. Voilà, les sécateurs, ça j'en fais en permanence. On va revenir au couteau. Tu m'avais dit que tu créais également des couteaux de luxe. Oui, du moment qu'un couteau dépasse les 200 €, ça commence à être du luxe. Et qu'est-ce qui fait que c'est un couteau de luxe ? Les matériaux utilisés. D'accord. Donc de l'ivoire. Bon, l'ivoire, j'utilise de l'ivoire de Facochère. Hein, ce qui fait c'est pas protégé, donc c'est pas de l'éléphant, c'est pas de l'hippopotame. Hein, donc c'est de l'ivoire de Facochère. Donc pour un couteau, c'est largement suffisant en dimension. De l'ivoire, puis quelques bois un peu spécifiques, un peu rares. J'ai un peu d'ébène, un peu de bois de rose. Et les lames, de l'acier Damas, de l'acier feuilleté Damas, que je mets en forme, que je ne fais pas moi, parce que j'ai pas... Il faudrait que je sois équipé différemment. Et puis, forger du Damas, ça coûte très cher, voilà, en temps, donc... Il faut pouvoir arriver à vendre quand même les couteaux. Est-ce que le couteau du village de Serres, est-ce que c'est un couteau de luxe ? Est-ce que tu as créé un couteau pour... Alors le couteau de Serres, donc le serrois. Le serrois, c'est ça ? J'appelle pas ça un couteau de luxe, c'est un utilitaire. C'est un utilitaire de poche qui coûte plus cher qu'un Opinel, c'est sûr. Hein, donc ça vaut 6 fois plus cher qu'un Opinel. Mais... c'est une lame en acier D2, c'est un inox très très solide, qui s'affûte bien et qui se plie. C'est un liner lock avec un verrouillage, avec un système de verrouillage. Et le manche et le bois, c'est du poirier. Voilà, du poirier de derrière chez moi. Vas-y, pardon. Ou bien, enfin, généralement c'est du poirier, mais sinon je fais des manches. Je les fais aussi avec du buis, avec de l'amandier, avec de l'olivier. Avec tous les bois que je peux trouver, que je stocke chez moi depuis des années. Voilà. Et justement, ce couteau de village de Serres, le Serrois, on peut le trouver dans ton magasin ? Alors, on peut le trouver dans mon magasin, mais on le trouve aussi à l'Office du tourisme. D'accord. Voilà. C'est le même prix. Tant mieux. Et j'offre la gravure du nom dessus, que vous l'achetiez chez moi ou à l'Office du tourisme, vous pouvez venir avec, et puis... je peux graver le nom, j'ai un graveur laser, donc je peux, voilà. Carrément, oui, n'hésite pas. Voilà. Hein. Alors, tu m'as dit que depuis 2 ans, tu travailles aussi avec le Hellfest. Oui. Tu fais des couteaux. Alors, c'est le Hellfest Corner. Le Hellfest Corner. C'est le bar du Hellfest à Paris, rue Quincampoix, qui m'a fait faire une série de couteaux de 50 couteaux. Numéroté. La série est terminée. Donc les 50 couteaux ont été réalisés. Donc on repart sur une autre série d'un autre couteau de 50. Là. Alors ces couteaux sont bien sûr, on peut les acheter que au Hellfest Corner, au bar du Hellfest à Paris. Voilà. Il y a des planches à découper aussi ? Je fais aussi des planches à découper, oui. Enfin, je grave des planches. J'ai trouvé des planches à découper en bambou lamellé collé.
et je les grave au logo du Hellfest Corner. Ils servent leur tapas avec. Et ils en vendent dans leur boutique qui se situe en dessous du bar. J'aimerais qu'on aborde le sujet du bois. Je trouve que c'est important. Quel type de bois tu utilises pour tes créations, que ce soit couteaux, les planches, des bois locaux? Généralement, j'utilise des bois locaux, majoritairement. Maintenant, j'ai quelques bois exotiques que je récupère chez un ami qui fabrique des arcs traditionnels dans le Trièves, donc à Saint-Michel-les-Portes. C'est Padawan Archerie. Et qui a des chutes de bois en pagaille. Et que je récupère, donc des jolis bois. Il y a du bois de rose, de l'ébène, du cocobolo. Il y a pas mal de bois comme ça. Sinon, généralement, j'utilise des bois locaux, comme du buis. Pas mal de buis, j'aime beaucoup le buis. C'est un grain très fin. L'olivier, l'amandier, du noyer aussi, pas mal. Et puis d'autres bois que je découvre au fur et à mesure. Par exemple, du frêne. Du frêne, il y a pas mal de frêne échauffé qui est pas mal, qui sort avec des beaux veinages et que je stabilise généralement à l'époxy sous vide, enfin en autoclave. Et le bois que tu utilises, c'est du bois que tu vas chercher par exemple? Oui, tu travailles avec des personnes? Ah non, je vais le récolter je le récolte dans la forêt. Tu mets tes bottes. Voilà, de temps en temps, je trouve un truc. Bon, je suis pas un pilleur de forêt non plus. Attention. Je trouve pas mal de. J'ai une belle source de buis qui a été déracinée au bord du Buèche, qui se trouvait flotter, déraciné qui avait poussé dans des berges. Donc là, c'est pas mal. Et puis on m'en apporte. J'ai des amis qui trouvent du buis, qui m'en apportent, du buis, de l'olivier, du cad, du genévrier cad aussi, pas mal. Voilà. Je vais te poser une question qui, je pense, peut intéresser les auditeurs. C'est une question importante. Quelles sont les étapes de confection d'un couteau? Les différentes étapes? D'abord, ça dépend de quel couteau. Si c'est un couteau en petite série, donc ça, c'est un peu à part. Mais un couteau, si j'ai envie de faire un couteau, je fais rarement un couteau sur demande. Généralement, j'ai une idée, je fais un couteau, alors je commence par une lame, je choisis la lame, j'essaie de faire une forme qui me plaît, et une lame qui sera associée à un manche. Et le manche, j'aligne des bouts de bois sur mon établi, je les ponce, je les huile un peu pour voir la teinte qui sort une fois fini, et puis j'assemble. Voilà, ça peut être du bois de cerf, donc de l'ivoire aussi. Et puis voilà, je laisse passer mon imagination. Et du coup, au niveau de la lame, oui. Du coup, il y a un travail à faire dessus. La lame, je pars généralement d'un fer plat, ou que ce soit de l'acier Damas ou un autre acier XC75, XC100, du D2, de l'inox D2. Je pars d'un plat. C'est un morceau plat qui fait à peu près 30 mm de haut sur la longueur de la lame, et puis l'épaisseur entre 3 et ça peut aller jusqu'à 6 mm en fonction de ce que je fais. 6 mm, c'est pour les gros poignards de chasse. Voilà, mais j'en fais pas mal. Parce que on est une région de chasseurs, et il faut savoir achever proprement un animal sans se faire mordre. Voilà. Alors peut-être que je me trompe, mais en préparant l'émission, tu m'avais parlé de traitement thermique. Oui. En quoi ça consiste? Un acier de base qu'on travaille est un acier plus ou moins malléable. Et si on veut qu'il soit dur et coupant, on le trempe. Alors tremper, tout le monde a vu faire ça à la télévision. C'est-à-dire qu'on monte, en gros, on monte l'acier au rouge, à chaleur, donc on le chauffe au rouge, et on le refroidit brutalement. Et pour refroidir brutalement, soit on le trempe dans l'huile, trempe dans l'eau, voilà. Et ça fait un escargot de chaud.
J'allais le dire. On trempe dans l'huile ou dans l'eau en fonction de l'acier, parce que l'eau c'est très brutal, ça peut casser, mais ça dépend de l'acier, donc il faut monter en température, à la bonne température. Alors quand c'est un acier qu'on connaît bien, on voit ça à la couleur, mais le mieux c'est avec un pistolet thermique pour prendre la température exacte, parce que tous les aciers ont une température de trempe différente. Et une fois qu'on a trempé, l'acier est très très dur et cassant, donc il faut le faire revenir. Alors pour le faire revenir, on le chauffe et on le laisse refroidir très doucement. Mais on le chauffe à une température moindre qu'en dessous de la trempe. Alors ça peut être, suivant les aciers, ça peut être 400 degrés. Il y a un très bon truc, c'est le four, la pyrolyse du four. On fait chauffer le four de cuisson de la maison. On met la pyrolyse et puis on met la pièce de métal dedans, on la laisse refroidir jusqu'à ce qu'elle soit froide. On la fait chauffer, on la laisse refroidir doucement. Voilà. Et du coup, ça détend un peu l'acier, il est moins cassant. Voilà, tout en restant dur. J'aimerais qu'on aborde l'autre versant de tes activités qui sont liées à la lutherie. Alors, du côté de la lutherie, tu répares des guitares acoustiques, c'est ça ? Ou électriques. Hein. Et électriques également. Ouais. Mais en création, tu ne crées que des guitares électriques. Oui, je ne fais que des guitares électriques. Parce que d'abord ça me plaît. Donc ça c'est un argument, je pense très bon argument. Raisonnable. et surtout, une guitare acoustique, c'est pas le même type d'atelier. Il y a beaucoup de collage, de montage de collage. Et il faudrait que j'agrandisse mon atelier, que je l'agence différemment, et surtout faire une création de guitare acoustique. Je ne dis pas que j'en ferai pas, mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de luthiers dans la région, enfin il y a de très bons luthiers dans la région, et je leur laisse la place. Voilà. Je préfère faire ce que je fais à peu près bien. Voilà. À quel moment tu t'es dit, je vais faire un peu de lutherie, justement ? Ouais, je faisais des guitares pour des copains. Donc voilà. Je me suis lancé là-dedans, et puis j'ai mon fils qui est musicien et pour qui j'ai fait une guitare. Et il a un groupe, donc il avait un guitariste qui a pris la guitare que je lui ai fait et qui a dit « Ah ben je veux la même ». Voilà, donc ça a commencé comme ça. Donc j'en ai fait une, puis deux, puis trois, puis voilà. Et jusqu'à combien aujourd'hui ? Ça c'est une bonne question, je vous remercie de m'avoir posé. Depuis que... Tu les comptes pas hein. À peu près 6 par an. Ah ouais. À peu près 6. C'est beaucoup trop pour moi. Et les guitares que tu crées sont des créations uniques hein. Ah, totalement uniques. Bon, je pars sur un système à peu près similaire, hein, mais j'adapte le manche, le corps, l'équilibre de la guitare, et puis le type de micro, le chevalet, enfin voilà. Donc j'ai en magasin une dizaine de modèles qui sont tous à essayer, et donc avec ça, quand quelqu'un veut une de mes guitares, alors soit il m'achète une guitare qu'il a essayée parce qu'il la trouve bien et qu'il veut que celle-là et que c'est sa guitare, et ça c'est arrivé 2-3 fois. Soit à ce moment-là, il essaye les guitares, il dit je voudrais le manche de celle-là avec le corps de celle-là, avec tel bois et tel micro, et voilà. Donc après ça, je lance la fabrication, et puis il faut une paire de mois, 2 mois pour la réaliser à peu près. Et justement, comment les étapes de création d'une guitare en quelques mots, parce que je pense que c'est un peu compliqué. Oui, c'est pas simple, et chacun a sa méthode. A sa méthode ou son déroulement. Il y en a qui préparent des corps à l'avance, des corps de guitare à l'avance. Moi, j'aime pas trop, parce que je sais pas dans quel bois va être le corps et quelle forme il aura, puisque je laisse quand même la possibilité au client de choisir. Et après, mais j'ai des corps, j'ai des plateaux qui sont prédécoupés pour pouvoir être travaillés rapidement. Et puis je fais des manches. Voilà. Donc, alors bien sûr, il y a des droitiers, il y a des gauchers. Hein, donc c'est pas les mêmes agencements de la guitare. Il faut noter que toi, tu es gaucher. Moi, je suis gaucher. Donc il y a pas mal de guitares de gaucher à essayer au magasin.
faut le souligner parce que les gauchers sont des gens un peu laissés pour compte dans ce genre de... On n'a pas parlé justement de la nomination des guitares. La domination. La nomination, elles ont un nom particulier, non? La dénomination? Ouais, non? Mon nom, le nom de mes guitares? Ouais. Les Papé Caster. Voilà, c'est ça. Et ben, pour quelle raison? Parce que c'est la maison de mon arrière-grand-père qu'on appelait Papé. Donc c'est les Papé Caster, faites à la maison. Donc il y a toujours ce lien avec la famille. Ah oui, bien sûr, puisque j'ai fait dans la maison de mon arrière-grand-père, donc il n'y a pas de raison. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de quelques outils que tu utilises pour tes activités, ton travail? J'utilise des machines à bois, hein. Mais c'est jamais des grosses machines, hein. Parce que je ne fais pas de l'abattage de planches. J'ai un petit rabot dégauchisseur, j'ai une scie à ruban, qui est mon outil préféré, de loin. C'est quoi ça? Une scie à ruban. C'est un ruban qui descend, qui tourne et pour découper j'ai une scie sur table, j'ai des défonceuses avec des fraises pour faire les cavités. Voilà, et puis je me fabrique quelques outils un peu spécifiques qui correspondent à ce dont j'ai besoin, quoi. Voilà. J'aimerais qu'on revienne sur une idée plus générale de ton travail, sur l'idée comme on a dit tout à l'heure, l'idée de réparation. Oui. Tu as toujours eu ce goût? Alors j'ai toujours, de par ma formation initiale, je suis mécanicien. Puis j'ai fait de la mécanique moto, puis j'ai fait d'autres choses. Et j'ai toujours remis en état le matériel, et je trouve tellement navrant qu'on jette des couteaux, par exemple, pour aller acheter un couteau à steak en supermarché qui ne coupera pas de toute façon. Donc j'adore la notion de rénovation, voilà, et de réemploi, et voilà. De redonner vie. Redonner vie à un outil, une hache. Je vois pas pourquoi on vend encore des haches dans les magasins. Alors, tout le monde a une vieille hache qui traîne dans un garage. Il suffit d'y mettre un manche et de l'affûter. Et puis, avant d'user une hache, c'est un truc terrible, quoi. Donc, si vous avez une hache, allez voir Jean-Marc. Voilà, mais les haches, on les affûte, on les ponce, on les affûte. Et après ça coupe 10 fois plus. Et à la limite, on change le manche et c'est reparti pour 40 ans. Voilà. J'aimerais qu'on aborde un sujet qui te tient à cœur. Alors c'est celui de travailler avec des matériaux locaux aussi. Oui. Les matériaux locaux, donc c'est le bois, hein, généralement. Hein. C'est du bois que je récolte depuis des années. Et voilà. Mes guitares, par exemple, sont faites en bois. Pour les guitares, je n'utilise pas de bois exotique. Je suis un peu pas farouchement contre, mais c'est vrai qu'on a tellement de bois de qualité en Europe, c'est pas la peine d'aller piocher sur des essences de l'acajou, de l'ébène pour les réalisations. Donc j'utilise du bois local. Là, j'ai une guitare qui est avec un manche en platane et une touche en buis, par exemple. Les corps en platane, en mélèze, en olivier, en févier d'Amérique, qui vient pas d'Amérique, mais qui vient du sud-ouest. C'est un acacia qui pousse dans le sud-ouest, abondamment d'ailleurs, et qui est un bois qui résonne très bien. Voilà, donc j'utilise ce type de bois. J'aime pas peindre les guitares, j'aime bien laisser apparaître les veines, le décor naturel de la guitare. Hein. Les différences de teintes entre l'aubier et le duramen qui est des fois spectaculaire. Il n'y en a qu'une seule qui est peinte, tu m'as dit? Oui, il n'y en a qu'une de peinte, oui. C'est une copie de Stratocaster que j'ai faite, gauchère bien sûr pour moi, hein, parce que fan de Pink Floyd, David Gilmour a une Stratocaster noire, enfin avait parce qu'il l'a vendue aux enchères il n'y a pas très longtemps, je crois, de mémoire 4 millions d'euros, de dollars, enfin tout comme ça. Et voilà, donc je me suis fait une guitare entièrement. C'est-à-dire j'ai bobiné les micros, j'ai fait le chevalet en acier damas, voilà. Puis... Et elle marche. Mais c'est la seule peinte, et ça sera la seule peinte où on ne voit pas
le bois. Généralement, la peinture des guitares, c'est souvent pour cacher la pauvreté du bois. C'est quand il y a des guitares qui sont assemblées, des plateaux assemblés, pour qu'on ne voit pas l'assemblage du bois. Ou même le contreplaqué dans certains cas. Donc il peignait la tranche, il faisait des motifs sunburst, c'est-à-dire noir sur la tranche jaune, autour, aussi, et jaune au milieu, voilà. C'est pour cacher la pauvreté du bois sur la tranche, quoi. On voit un vernis transparent jaune pour voir quelques veines, et puis sur le côté c'est noir pour cacher les couches du contreplaqué. Il y avait cette idée de récupération aussi quand on s'est parlé au téléphone il y a quelques jours. Tu m'avais parlé que tu faisais beaucoup de récupération, de récup aussi. Oui. Bah de récup, la récup ça peut être des tas de choses, ça peut être l'outillage. Par exemple, moi mon outillage est essentiellement d'occasion. C'est d'occasion que je remets en état, parce que bon, il y a des tas d'outils qui coûtent une fortune, qui d'occasion ne coûtent pas grand-chose. Voilà, comme je suis mécanicien de formation, moi je répare. Voilà. Est-ce qu'il y a un travail dans le domaine du bois, dans tes activités, qui t'a vraiment le plus marqué ? Non, il y a des tas d'étapes. Un souvenir de. Il y a des tas d'étapes qui font que c'est un tout. Et sans toutes ces étapes, on ne peut pas arriver à un résultat. Ce qui est très agréable, c'est quand on est sur la finition, c'est quand le bois est poncé, mais n'est pas verni, n'est pas ciré, par exemple. On n'a pas la couleur définitive du bois. On a pareil pour les manches des couteaux, hein, d'ailleurs, ça c'est sûr. Il y a des bois qui, une fois qu'ils sont cirés ou vernis ou huilés, ont des couleurs phénoménales. Et c'est vrai que quand on passe la couche de finition, là on s'aperçoit ce qu'il en ressort. J'ai fait une guitare en loupe d'orme qui, tant qu'elle n'a pas été... alors celle-là elle est cirée, avec une cire que j'ai fait à base de cire d'abeille, enfin bon, il y a toute une sauce. Et c'est, voilà, les motifs apparaissent au moment où on huile la guitare, où on le manche, voilà, on le cire, on le traite. Ça, c'est un truc qui est très, très, très agréable. On va effectuer une deuxième pause musicale. Et tu as choisi What a Wonderful World, j'ai un très bon accent anglais, de Louis Armstrong. Pourquoi tu choisis cette chanson ? Parce qu'on est dans le monde merveilleux, tout simplement. Et voilà. Et que j'adore. Depuis tout petit, j'entends cette chanson. Et je vous engage à aller voir la vidéo sur YouTube avec le sourire de Louis Armstrong qui explique pourquoi le monde est merveilleux. Et nous écoutons donc la chanson de Louis Armstrong, What a Wonderful World. Vous êtes sur KTB Radio. Tous les derniers mardis du mois à 20h, Contre-Culture Vue du Buèche s'invite dans votre salon. Installez-vous confortablement et venez agiter vos neurones en compagnie de Scott Holmquist et de ses invités. C'est tous les derniers mardis du mois à 20h et c'est sur KTB Radio. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky,
also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Et nous sommes de retour dans l'émission Le Micro des Artisans avec pour invité Jean-Marc Siot, coutelier luthier, créateur de l'entreprise Le Taillandier installé à Serres dans les Hautes-Alpes. En parallèle de tes activités, tu donnes des cours également? Non. Pas du tout. C'est pas moi qui donne des cours. C'est pas toi? Non, non, c'est pas tout. toi. J'héberge des cours. Ah. Enfin, des cours, c'est un atelier guitare. Donc nous avons donc un professeur, Didier Roth, qui vient de Veynes, donc à 15 km d'ici, c'est à peu près ça. 2 fois par semaine, il y a des cours, des cours atelier guitare, donc parce qu'ils préfèrent appeler ça comme ça, parce qu'on est plusieurs. Il y a plusieurs personnes. Il y a 6 ou 7 participants chaque fois. Il y en a un pour les débutants, le mercredi en fin de journée, à 19h. Ça dure 1 heure, à peu près. Et le jeudi, comme ce soir, le jeudi à 18h30, où là, le niveau est un peu plus élevé. Voilà. Et ça permet d'avoir une activité, de rencontrer des gens. Et donc, en tout, il y a une quinzaine de personnes qui viennent régulièrement. Et ça fait 2 ans que ça dure. D'accord, moi je pensais que c'est toi qui faisais des cours, qui donnais des cours. Moi, je l'ai... pas dire je l'ai subi parce que je ne suis pas guitariste. je participe. D'abord, je prête mon local parce que je ne suis pas, j'ai aucun intérêt financier là-dessus. Si ce n'est qu'on m'achète un jeu de cordes par-ci, on peut m'acheter une guitare. Enfin bon, voilà. Mon intérêt est là, mais mon intérêt surtout, c'est de faire rencontrer les gens. Et de rencontrer des gens différents, et puis ça fait du lien, et puis c'est une équipe sympa. On n'a pas donné l'adresse, si 24 rue Varenfrin. Ouais, 24 rue Varenfrin. Tu m'as dit que tu jouais pas de guitare, tu joues de la guitare. Ouais, je gratouille. Tu gratouilles. Mais voilà, la musique est vraiment... c'est quelque chose d'important dans ta vie. Ah, moi, c'est très très important. Ça a toujours été très important. Et j'ai mis beaucoup de temps à me décider à apprendre la guitare. Voilà. Et ça fait pas longtemps. J'ai décidé, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et ça s'était passé à l'as. Et t'as jamais joué dans un groupe? Ah non. Voulu jouer dans un groupe? Ah monsieur, on a tous voulu être un jour Mick Jagger sur scène devant 40 000 personnes. Mais ni chanter, ni jouer. C'est vraiment... J'ai commencé la guitare parce que, sur conseil de mon rhumatologue, parce que j'ai une maladie dégénérescente des articulations, qui m'a dit de faire quelque chose, ou piano, ou guitare, histoire, ou tricotage. Pour bouger les doigts. Alors le tricot, j'ai pas trop envie. Je suis pas contre, mais j'ai pas trop envie. Le piano, c'est un peu encombrant. Du coup, tu as décidé de tricoter des guitares. Voilà, donc peut-être on va tricoter des housses de guitare, pourquoi pas. On peut aussi appel aux dames de Serres, voir si elles veulent tricoter des housses de guitare. Et voilà, donc je me suis mis à la guitare. Ça tombait bien. Et qu'est-ce que tu écoutes
comme musique? Moi, qu'est-ce que tu aimes plutôt? Moi, ce que j'aime toutes les musiques. J'ai été élevé par des parents surtout ma maman, qui était pianiste, qui est toujours pianiste, hein, qui habite au-dessus de l'atelier. Et donc j'ai écouté de la musique classique toute ma jeunesse au piano. Le même piano qui est en bas. Qui est en bas, un Gaveau, Paris, un quart de queue, hein, et qui est chez ma sœur maintenant. Et donc j'ai écouté ça, et puis j'ai écouté, comme tout le monde à l'école, on se passait les 45 tours, on a écouté, et le premier 45 tours que j'ai acheté dans ma vie, hein, c'était NG des Rolling Stones, j'avais 11 ans. Voilà. Donc j'écoute les Rolling Stones depuis au moins 50 ans. Voilà. Et donc, est-ce que tu es de ceux qui voient une rivalité entre les Beatles et Rolling Stones? Je l'ai vu dans la presse et dans les copains, tout ça, et moi j'ai jamais ressenti aucune rivalité entre les deux. En plus de ça, les Beatles ont composé, Lennon et McCartney ont composé pour les Rolling Stones à une époque, donc la rivalité, elle était très très commerciale, hein. Et puis non, ils sont hyper complémentaires. À l'heure actuelle, les Rolling Stones ont sorti il y a un mois un album avec Paul McCartney qui joue de la basse dans un morceau qui est terrible. J'espère que tu l'as écouté. J'ai écouté. Hein, c'est quand même très c'est pas mal du tout. Et non, c'est des gens, c'est des grands de la musique. Et puis maintenant, ça fait 60 ans qu'ils chantent. Les Rolling Stones, là, on démarre une tournée aux États-Unis, Amérique du Nord et peut-être européenne, et à 80 ans. Et Paul McCartney, à 80 ballets, il sort des albums très régulièrement, et là, il vient de ressortir un morceau des tiroirs avec George Harrison et Ringo Starr. Oui, George Harrison qui est décédé, mais c'est des enregistrements de George Harrison et de John Lennon, et Ringo Starr et Paul McCartney qui jouent en vrai dessus. Donc voilà, un très beau morceau. Et voilà, c'est des gens qui depuis 60 ans nous ravissent les oreilles. Des talents de mélodistes. Oui, je trouve. McCartney, c'est un excellent mélodiste. Alors que les Rolling Stones, c'est plus... C'est les riffs, et c'est l'énergie. Ouais, c'est l'énergie, puis les Rolling Stones, ils ont fait des tas de choses, mais ils ont une production qui est phénoménale. Je ne sais plus combien il y a d'albums, hein. Je crois qu'il y en a près de 100 albums complets. Bon, il y a pas mal de compilations, il y a des trucs comme ça, mais et puis ils tournent toujours. Ouais, bah oui, hein. Peut-être qu'on écoutera tout à l'heure les Rolling Stones, mais avant on va écouter une chanson punk de Joe Ramone. Ouais. What a Wonderful World. C'est la même que la précédente version. Il y a entre 1950 et 1980. Il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont changé, mais des rythmes qui ont changé. L'esprit est le même. Le monde est merveilleux. Version punk. Joe Ramone, et non pas avec le groupe, hein, c'est ce que tu m'as dit. Oui, c'est... Enfin, pas avec le groupe, peut-être le batteur, mais bon, c'est étiqueté Joe Ramone. Ouais. Et donc on écoute Joe avec la chanson What a Wonderful World. Wonderful world.
Vous êtes fan de KTB Radio, la radio du peuple. Vous voulez l'écouter partout et tout le temps. Téléchargez l'application KTB Radio sur Play Store et retrouvez toutes nos émissions. KTB Radio, la radio du peuple. Et nous venons d'écouter la chanson de Joe Ramone, une chanson écrite par Louis Armstrong. Alors, je voulais te demander si tu avais des... On a parlé du passé, du présent, de tes activités actuelles, et je voulais te demander si tu avais des projets futurs dans les prochains jours, des idées. Oui, bien sûr. Bon, on n'arrête pas d'avoir des projets, on a des tas d'envies, on voudrait faire des tas de choses différentes, et puis voilà. Là, je suis sur un projet qui est presque pratiquement terminé, mais bon, il faut pas, j'en parle pas trop pour le moment, sur une guitare spécifique, hein, pour un événement important, donc on en parlera plus tard. Pour le moment, un petit teaser. Voilà. Mais on pourra le savoir du coup dans les bien sûr, mais jours, après ça, voilà, le commanditaire du projet voilà, préfère garder un petit peu de discrétion pour le moment, donc voilà. Et sinon, j'ai un projet très fort, je pars à la retraite bientôt, mais enfin c'est une retraite officielle, mais je ne m'arrête pas de travailler, hein, puisque en fait je suis auto-entrepreneur, donc je peux travailler jusqu'à mes 125 ans, c'est à peu près ce que je me donne comme échéance. Hein? Tu te donnes une limite de 125 ans, c'est ça? Ouais. Il faut se donner des objectifs atteignables. Hein? Oui, c'est atteignable. C'est très important, c'est vrai, parce que sinon, ça, c'est plus un objectif, c'est un fantasme. Comment on peut te contacter? Eh bien, on m'appelle au téléphone, ou bien on m'envoie un mail, ou bien on me contacte sur Facebook, de Le Taillandier, ou les guitares électriques Papé Casser sur Le Taillandier. Et il y a deux pages, une page Le Taillandier Instagram, et une page Instagram guitare électrique Papé Casser. Voilà, celle qui marche, qui est le plus entretenue de pages, c'est la page Le Taillandier. Les autres, ça va démarrer, mais j'ai pas trop d'énergie. J'ai un site en construction, mais qui est vraiment pas ma priorité. Voilà, pour les guitares et les couteaux. Ça devrait sortir un de ces quatre, mais voilà. Pour moi, c'est trop. C'est pas mon travail. C'est difficile, voilà, à gérer. Alors, je te propose, tu n'es pas obligé d'accepter. Tu peux donner ton adresse mail si tu veux, si les personnes ont une question à te poser. Ben oui, bien sûr. Hein, c'est jean-sio@orange.fr. Comme ça, maintenant la planète le sait. Voilà, toute la planète, voilà, le monde c'est entier, très compliqué en l'univers. plus. C'est très compliqué comme adresse. Voilà. Et n'hésitez pas à écrire à Jean-Marc et aller lui rendre visite. Du coup, tu peux redonner l'adresse. Oui, 24 rue Varenfrin. À Serres. C'est la rue principale, direction Nyons, à partir du rond-point, bien entendu. Le rond-point de Serres. Le vrai rond-point, le seul rond-point. Le seul rond-point de Serres. Enfin, ouais. Voilà. Et alors mes horaires d'ouverture, parce que j'ai des ouvertures un peu spécifiques. C'est-à-dire que je suis ouvert le matin, jeudi, vendredi et samedi. Ce sont mes horaires d'ouverture où je m'oblige à être là. Voilà. Sinon, je suis très très souvent là, mais je peux me permettre d'être. J'ai un autre atelier chez moi, donc je peux me permettre de ne pas être au magasin à ce moment-là. Mais si on me cherche, on m'appelle. Il y a le numéro sur la façade, il y a le numéro partout. Voilà. Il y a le numéro sur Facebook, voilà. Donc. Tu peux le donner si tu veux. Oui, je peux le donner, oui. 06 63 27 86 30. Comme ça, vous avez le temps de noter. C'est bien, parce que généralement, les personnes le disent deux fois, une fois, très rapidement, et je leur demande de dire deux fois, mais toi, tu le dis très lentement, donc les gens ont le temps de noter, c'est parfait. C'est ce qu'il faut faire. Si on veut, c'est très bien. Si on le donne, c'est pour qu'ils soient entendus. Tu as déjà fait de la radio? Oui, tu as déjà fait de la radio, non? Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marc. Merci à toi aussi. Hein.
Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir que tu sois d'échanger avec toi. Ouais, ça marche. Merci d'avoir partagé ta passion, ton savoir-faire, tes techniques, tes activités. C'était super intéressant, très intéressant. Merci beaucoup. Et merci. Au revoir. Et n'hésitez pas à écrire à Jean-Marc. Et je rappelle que vous pouvez télécharger l'application KTB Radio, l'application gratuite, depuis Play Store pour que vous puissiez écouter toutes nos émissions en un seul clic. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Alors, avant de nous quitter, tu vas souhaiter que nous écoutions une dernière chanson des Rolling Stones aussi. Oui. Honky Tonk Woman. Pour quelle raison? Parce que je l'adore. Voilà. Et il y a les riffs de Keith Richards qui sont percutants à souhait. Voilà. Et parce que tu l'adores et que c'est ton émission, on va l'écouter tout de suite. Donc c'est la chanson des Rolling Stones, Honky Tonk Woman. Et vous venez d'écouter l'émission Le Micro des Artisans avec pour invité Jean-Marc Sioux, coutelier luthier. C'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.